Aujourd'hui, c'est mise en place des joints de culasse. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile. Et aujourd'hui, je vais remettre les culasses sur ce moteur V6 de la C6. Je vais aussi vous expliquer comment et pourquoi j'ai choisi ces deux joints de culasse, vous montrer comment serrer tout ça. Mais avant ça, première étape, il faut que je perce dans le béton. Ouais, dans ce tuto, on commence par prendre la perceuse et percer dans le béton. On entre dans une dimension... Si vous vous souvenez, lors du déculassage, eh bien, j'avais eu bien du mal à dévisser les culasses parce que ce support moteur est mobile. C'est très pratique pour le déplacer, mais par contre, pour visser ou dévisser dessus, ça ne va pas du tout. Donc, je vais le fixer au sol. Génial! Pour pouvoir l'enlever celui-là, il me faudra un extracteur de goujon. Donc en attendant, je vais mettre une petite protection au-dessus, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. C'est un semi-fail ou une semi-réussite, comme on veut, de toute manière. Avec 2 attaches sur 3, c'est suffisamment stable pour pouvoir serrer. Pour les joints de culasse, il y en existe de différentes épaisseurs. Et ils sont repérés avec des petites dents ici. Ça va de 1 dent jusqu'à 5 dents. J'en ai pris avec 3 dents. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ceux d'origine, ils avaient aussi 3 dents. Et une fois qu'ils sont mis en place et pressés, ils font 1,22 mm d'épaisseur. Et pourquoi est-ce que j'ai repris les mêmes que ceux d'origine? Là, voilà la bonne question. Parce que oui, normalement, quand on fait resurfacer des culasses, on enlève de la matière. Du coup, il faut mettre un joint de culasse plus épais pour rattraper. Mais ici, il n'y a pas besoin parce que ces culasses-là, elles sont complètement plates. Il n'y a pas d'endroit qui est creusé au niveau de la chambre de combustion. Contrairement à la plupart des moteurs essence. Donc à l'atelier, ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont creusé un petit peu les sièges des soupapes pour reculer un petit peu les soupapes. Et c'est tout. Et donc, comparé à l'origine, eh ben, il n'y a aucune différence. Et du coup, je peux remettre des joints de culasse qui sont d'épaisseur d'origine. Alors vous allez me dire, mais alors elle est où la chambre de combustion? Eh bien, dans les moteurs diesel, les pistons sont creusés. Regardez la forme, là, je peux mettre mon doigt dedans. Eh bien, toute cette place-là, eh bien, c'est ça, la chambre de combustion. Donc l'injecteur, il est pile au centre, là. Il va, quand les pistons sont en train de remonter, il envoie le gazole. Le gazole, il arrive comme ça, avec la forme là, ça le fait tourbillonner, ça le compresse là-dedans et ça s'auto-inflamme dans cette zone-là. Donc la chambre de combustion, c'est ça. Et là, la flamme, elle va juste venir sur cette zone-là. Alors il y a quand même quelque chose qui va guider le choix de l'épaisseur du joint de culasse, c'est au niveau du bloc, les pistons, quand ils remontent, quand ils arrivent à leur point mort haut, il y a un moment donné où ils dépassent un petit peu le plan de joint au niveau du bloc. Et ce dépassement, eh bien, il faut le mesurer. Et idéalement, il faut le mesurer avant de commander les joints de culasse. Normalement, ce dépassement des pistons, ça se mesure avec un comparateur, outil que je n'ai toujours pas, c'est un véritable scandale. Mais je vais faire avec les moyens du bord, j'ai un pied à coulisse, et mine de rien, un pied à coulisse comme ça, ça peut être très précis. Ici, la granularité minimale, c'est 0,02 mm. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir des mesures aussi précises avec cet outil? Eh bien, en utilisant la petite règle graduée qui est ici en dessous.
Donc si je fais une mesure à peu près, je vais aller au-delà de 5 mm. Je vais aller vers 5, quelque chose millimètres. Je serre. Donc là, je suis un petit peu au-delà de 5 mm. Et bien pour savoir de combien je suis au bout, je vais regarder la petite graduation qui est là. Et je vais essayer de trouver la graduation qui se trouve ici, qui est la plus en face avec la graduation juste au-dessus. Alors, il ne faut pas regarder ce qui est tout au-dessus là-bas. Ça, c'est en pouces, en centimètres et millimètres. C'est uniquement les graduations du bas. Donc si je regarde là, j'essaye de voir avec vous si je peux avoir une mise au point. Donc on regarde les petits traits là, on regarde lequel est le plus en face de celui qui est au-dessus. Donc là, j'ai l'impression que c'est par là. Avec le 7, donc là si on regarde le 0, là il est à, ouais, il doit être à quelque chose comme 0,7 mm au-delà du 5. Pour moi c'est la graduation juste après le 7 qui est la plus en face avec celle de la rive du haut. Donc cette distance là devrait faire 5,72 mm. Donc là vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais avec le bec là, ben, on peut mesurer des diamètres de vis par exemple. Avec les deux becs inversés qui sont là, on peut mesurer les diamètres de trous. Alors comment est-ce que je vais faire pour mesurer le dépassement du piston par rapport au bloc? Eh bien tout simplement, je vais utiliser le bout du pied à coulisse. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, quand je le bouge, il y a une petite tige ici qui sort. Donc grâce à ça, je vais pouvoir mesurer de combien dépasse mon piston. Les points de mesure, ils se font ici et là. Ça correspond à l'axe de la bielle. Oui, parce que ici, il peut bouger un petit peu. Donc je vais tourner le moteur et puis je vais vous montrer déjà de combien ça dépasse à l'œil nu comme ça. Donc on va regarder celui-là. Voilà. Donc c'est vraiment très peu, mais je sens quand même que ça dépasse. Alors bien sûr, s'il y a de la calamine sur le piston, bah, ça va fausser vos mesures. Alors voici comment je vais faire la mesure. Cette fameuse tige, je vais la placer ici sur le bloc, juste à côté du piston. Et quand le piston va monter, je vais vous le faire une fois comme ça pour... Il va venir en contact avec le bord ici, et il va lever un petit peu cette partie-là du pied à coulisse. Et donc ça fait un petit décalage, et ici je vais pouvoir lire ma mesure. Donc là vous voyez on est à 1 mm, ce qui est beaucoup trop. Pour le joint de culasse à 3 dents, le dépassement doit être entre 0,6 et 0,65 mm. Alors ce qui se passe, eh ben, c'est que ici au bout, quand la tige est rentrée, eh ben, elle est plus rentrée que nécessaire. Vous voyez ici, elle n'est pas complètement au 0. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Ce que je vais faire, déjà, je vais poser la tige, je vais mettre au 0. Donc là, elle s'est un petit peu décalée. Je regarde ici combien ça fait. Là, vous voyez qu'on n'est pas pile au 0. Hein. Donc, il faut chercher au niveau de la graduation du dessous laquelle est la plus en face. Et là, je vois que le 4, il est pile en face. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Peut-être même celui d'après, 42. Donc déjà, pour mettre le bas du pied à coulisse à 0, il y a 0,42. Donc maintenant, je fais dépasser le piston. Hop, ça bouge un petit peu mon pied à coulisse. Alors pareil, il faut pas que je le bouge comme ça pendant que je fais la mesure. Donc c'est moins précis qu'un comparateur, mais bon voilà, ça permet quand même de faire des petites vérifications. Donc là, on est un petit peu moins de 1 mm. Donc au niveau de la graduation du dessous, moi je vois que c'est entre 8 et 9 qu'il y a un trait, je dirais 82. 0,82 mm, donc 0,82 moins 0,42, eh ben on est pile à... on est à 0,4, ce qui est peu. Je vais refaire une mesure. Je remets à 0. Bon, c'est pas super précis. Hein. Bon, au moins ça dépasse pas 0,65. Alors, là, j'arrive... Donc on est quasiment à 1 mm. Et pareil, on est à peut-être à 0,9. 0,9 moins 0,4, on est à 0,5 de dépassement. Ok, si j'essaye avec un autre, celui-là qui arrive là, je me mets à 0. Et là, 0, je suis plus à 0,3 qu'à 0,4 en fait. Donc c'était peut-être ça, mon 0 était
peut-être pas bon. Si pour l'autre c'était 0,3, donc 0,9 moins 0,3, 0,6, donc là on est bien. Alors, je place le pied à coulisse et je tourne. Donc la mesure, je suis un petit peu moins de 1 mm. Vous voyez, le premier 0, là, il est en dessous du premier millimètre qu'elle a. Et ici, je dirais qu'on est à 0,9. Bon, avec mes yeux, j'ai du mal à voir plus précis que ça. Hein. Donc 0,9 moins 0,3, on est à 0,6. Donc on est dans les specs. Voilà, j'ai vérifié les autres. Au pied à coulisse, ça va aussi. Alors, c'est pas super précis comme mesure. Mais bon, ça permet de faire une vérification, de voir qu'on n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Donc, on va pouvoir les mettre, ces joints de culasse. Mais avant ça, il y a encore un truc à faire, voire même il y a 2 trucs à faire. Il faut nettoyer les puits des bougies et des injecteurs. C'est le bon moment de le faire maintenant, tant que c'est pas monté dessus, parce que si on nettoie après avec la culasse en place, eh bien la crasse, ça va tomber directement dans le cylindre. Alors pour les puits de bougies, j'ai acheté un alaisoir, c'est un outil comme ça qui a la même forme au bout que la bougie de préchauffage. Donc il faut prendre celui qui correspond au diamètre de la bougie de préchauffage. Et vous voyez ici, c'est ça qui va être important, c'est cette partie biseautée là, elle va faire exactement le même... Alors, je vais vous montrer plutôt ici. Donc c'est cette partie-là qui est importante. Vous voyez, c'est biseauté ici, et ça a le même angle que le bout de la bougie de préchauffage qui est ici. Et c'est ça qui est très important, qui fait le joint, si vous voulez, l'étanchéité entre la partie qui est exposée à la combustion, la partie qui est dans la chambre de combustion, et le reste du puits de bougie. Et il faut impérativement que ce soit propre au niveau du puits de la bougie, pour que la bougie puisse faire l'étanchéité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on doit serrer les bougies au couple, bien respecter le couple, pour que ici, ça appuie bien et ça fasse bien étanchéité et que les gaz évitent de remonter. Parce que c'est quand les gaz de combustion remontent là-dedans, c'est ça qui crée la calamine et qui bloque les bougies. C'est pas en fait au niveau du filet que ça bloque, hein, c'est tout le long du corps de la bougie. Et sur ce point, vous pouvez me croire, j'ai acquis une certaine expérience des bougies de préchauffage. Alors, je vais la mettre comme ça. Ici, il y a une partie filetée qui va venir dans le filetage de la culasse, dans le filet de la culasse. Voilà, ce qui guide bien la tige. Donc là, vous voyez, il y a des petits bouts d'aluminium qui descendent. Je vais pas y aller très fort. Hein. Ok, ça va, ça n'a pas ressorti de crasse. Donc ça a l'air d'être plutôt bien. Suivant. Voilà, juste quelques tours suffisent, je pense. Pas besoin de trop creuser. Dernière ici, c'est celle avec le hélicoil. Ok. Gizmo, tu viens faire de la mécanique? Viens? Tu viens? Bah non, il veut pas. Après, il faut bien souffler. Ok, plus d'injecteur. Alors, je vous montre avec une caméra endoscopique l'état des puits. Ici, on voit qu'on a de la crasse au fond. Hein. Voilà, donc ça, je vais essayer de le faire partir. Dans celui du milieu, oula, c'est tout crade. Il y a de la rouille et tout le long. Au fond, ça a l'air d'être correct. Quand je vois ça, je me dis que le premier, en fait, était très bien. Et le troisième ici. Donc celui-là, ça va. Juste un peu le fond. Ok. Alors, pour nettoyer dans ces puits, j'ai un coffret. Que voici. Et il y a encore un coffret. Mais bon, ça se fait pas en claquant dans les doigts. Il faut de l'outillage. Donc, il y a plusieurs brosses. Alors, il faut prendre une qui a le bon diamètre, celle-ci, très bien. Ils fournissent une rallonge souple. Ok. Et puis, ben, je vais prendre ma visseuse.
Alors voyons déjà ce que ça donne avec juste un petit coup comme ça. Alors c'est beaucoup plus propre. Il en reste un petit peu au fond. Mais par contre la paroi du puits est très très bien. Pour le fond, je vais prendre cette brosse là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est mieux. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc je vais prendre la brosse, une deuxième brosse un peu plus grosse. Je vais redonner un coup. Espérant que ça n'a pas rayé. Ah, mais il nous a laissé un morceau. Ok, donc la brosse là, elle est tenue par un ressort. Ressort qui est resté dans le puits. Ok, je verrai ça plus tard. Ok, bon, pas sûr que je réussisse à la voir mieux que ça. En tout cas, le plan de joint est correct au fond. Allez, je fais les suivants, en particulier celui-là. Pour rappel, les parois sont toutes crades, toutes crades, toutes crades. Il y a pas mal qui est sorti. Ok, c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Allez, un petit coup de brosse au fond. Ok, bon, ça va. C'est pas nickel, nickel. J'aurais bien mis quand même une brosse un petit peu plus agressive là pour le fond. Je vais redresser les poils là qui sont au bout de la brosse. Je vais essayer de pas aller comme une brute au fond du puits. Voilà, bon, ça lui fait un petit peu la coupe de Cloud dans Final Fantasy VII, mais ça devrait le faire. Je peux changer de sens aussi. Ok, bon, je pense pas que j'arriverai à le revoir mieux que ça. Allez, je fais le dernier vite fait, on se retrouve juste après. Ok, les puits, des bougies et des injecteurs sont propres. Est-ce qu'on peut remettre en place la culasse sur le bloc? Eh ben non, il y a encore quelque chose à faire. Il va falloir nettoyer tous les trous des vis qui sont là. Et pour ça, je vais utiliser des brosses acier, parce que là, le bloc, c'est de la fonte, donc on peut y aller. Brosse en acier, donc celle-là. Diamètre extérieur du filet d'une vis de culasse. On est à 12,5. Ok, je vais prendre du 12. Hop. Bon, elle flotte un petit peu dedans. Allez, je vais prendre un petit cran dessus. 13. En même temps que je brosse, je vais aspirer avec l'aspirateur de manière à ce qu'il y ait le moins possible de limailles qui partent dans les cylindres. Ok, ensuite un bon coup de soufflette avec un chiffon microfibre qui va récupérer les crasses qui vont sortir. Alors c'est même, donc vous voyez là tout ce qui vient de sortir, prendre un endroit propre comme ça. Donc c'est même conseillé de passer dans le trou avec un tarot. Alors problème, moi j'ai pas de tarot qui va, mais je vais vous montrer un petit truc. Les vis de culasse, c'est des grosses vis, diamètre de 13 mm. C'est pas évident de trouver des tarots aussi larges. En général, dans les kits qui font un petit peu tout, il n'y en a pas. Donc, le truc, c'est qu'on peut se fabriquer une sorte de tarot, enfin un truc pour nettoyer les puits des vis, en récupérant comme ça une vieille vis de culasse. On va venir tailler dans son filet à la meuleuse d'angle.
Et voilà, on fait une rainure qui va capturer la crasse qui reste potentiellement dans le filet du bloc. Et après, il suffit de la visser dedans, jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'est principalement de l'huile qui est là-dedans. Une fois qu'on les a tous faits comme ça, on passe un coup de soufflette dans chaque trou. Je vous passe les détails. Ok, les trous des vis de culasse sont bien propres maintenant. Est-ce qu'on peut mettre en place les culasses? Eh bien non, il reste encore un ou deux trucs à faire. Je vais terminer de nettoyer en soufflant, en particulier ici sur le tour, au niveau des segments, s'il y a encore un peu de crasse qui traîne. Et surtout, il va falloir que j'oriente le vilebrequin dans la bonne position. En fait, là, je pourrais remettre les deux culasses sans avoir besoin d'orienter le vilebrequin, parce que les pistons peuvent être dans n'importe quelle position, vu que sur les culasses, il n'y a pas les arbres à cames qui viennent appuyer sur les soupapes. Donc toutes les soupapes sont fermées, mais je préfère le mettre dans une position qui va me permettre ensuite de mettre justement les arbres à cames sans risquer qu'il y ait des soupapes qui viennent ici appuyer contre un piston et éventuellement se tordre. Ce serait quand même dommage. Je vais tourner le moteur pour faire arriver les marques en face là, ces marques que j'avais mis au bout du vilebrequin. Voilà, donc là, elles sont pile en face. Donc voilà la bonne position. Dans l'idéal, il faudrait remettre le volant moteur et le piger, mais là, j'ai vraiment pas envie, parce que c'est tout un bazar, il faut que je ressorte la grue, etc. Donc, le piston là est quasiment en haut, ainsi que celui-là. Donc quand je remettrai les arbres à cames, je ferai bien attention que les soupapes restent bien fermées ici et là. Allez, dernier petit nettoyage, et ensuite, mise en place de la culasse. Déjà du joint de culasse. Et toutes ces petites étapes là de nettoyage, c'est important, c'est pas à négliger. Même si effectivement au premier démarrage tout ça c'est brûlé et évacué dans l'échappement. Mais bon, le moins de crasse il y a, le moins de risque qu'il y ait de problème. La crasse c'est encore pas trop un souci, mais c'est vraiment la limaille quoi. Voilà, et dernier coup sur le plan de joint. Le plan de joint, il faut qu'il soit voilà, sec comme ça, ça va. C'est jamais 100% sec, hein. Il y a toujours une légère micro-couche de ce qu'on a mis dessus, hein, du dégrippant. Allez, joint de culasse. Je remets en place les guides, qui ne veulent pas se laisser faire. Donc là, toujours bien travailler propre. Nouveau joint, alors... Sur certains joints symétriques, c'est marqué up dessus, mais là, il n'y a pas moyen de se tromper, c'est asymétrique. Et donc ça vient se placer tout simplement comme ça. Ici, un dernier petit coup sur le plan de joint. Parfait. Alors bien sûr, il faut vérifier que c'est bien la bonne culasse, hein, qu'on ne s'est pas trompé de sens. Celle-ci c'est la L qui est marquée là. Maintenant, mise en place des vis. Vis neuves, il faut absolument les changer hein, quand on fait une culasse comme ça, parce qu'on serre tellement fort qu'on les allonge en fait. Alors il faut les huiler. Alors, je fais les choses bien maintenant, j'ai un pinceau. Donc un petit coup d'huile sur le filet. Pas trop, hein. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et un petit coup derrière la tête. Et toc. Bon, je les approcherai après une fois qu'elles seront toutes dedans. Une fois de plus, l'huile sur les filets, c'est vraiment très peu, hein, parce que ces trous-là, c'est des trous borgnes. Et si jamais il y a plein d'huile, que l'huile coule au fond, eh ben, il n'y a plus le petit espace d'air qui est nécessaire pour pouvoir visser la vis jusqu'au bout. Et si jamais on force au vissage et puis qu'on a au bout du trou de l'huile, eh ben, quand le moteur sera en fonctionnement, cette huile va vouloir se dilater et ça va faire une pression hydraulique très forte. Donc c'est vraiment juste un tout petit peu histoire de lubrifier le filet pour faciliter le serrage. Et voilà la dernière. Maintenant je vais les approcher au cliquet pneumatique. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le serrage.
La procédure de serrage est en 4 passes. Une première passe à 20 Nm, deuxième 40 Nm, troisième 80 Nm. Déjà là, ça commence à être sport. Quatrième passe, serrage angulaire à 180 degrés. Donc vous imaginez ça déjà serré à 80 Nm et après on remet encore un demi-tour. C'est juste énorme! Mais c'est pas pour rien qu'on fait ça. Si vous voulez en savoir plus sur le serrage, j'ai une formation sur la Garage Bagnole Academy. Je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Première passe, 20 Nm. Donc je règle la clé en foot-pound à un peu moins de 15 Nm. Ouais, parce que celle-ci, elle est très bien cette clé dynamo, mais par contre, son réglage principal, c'est une marque américaine. Hein, donc le réglage principal est en foot-pound. Ici, on a en newton-mètre, mais ça tombe pas sur des chiffres justes. Et puis en plus de ça, la bague ici, elle est en foot-pound. Donc je prends la mesure en newton-mètre que je convertis en foot-pound et je règle en foot-pound. Donc là, on est au minimum à 10. Je mets 2, 4, on est à 14,75. Et l'ordre, c'est 1, 2, 3, 4. Après, je crois que c'est 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, une culasse, quand on la serre, on l'étale sur le bloc. D'accord ? Bien souvent, ça part du centre et ça va vers l'extérieur comme ça. Et bien, c'est un plaisir de serrer sur un trépied qui ne bouge pas. Première passe faite. Deuxième passe à 40 Nm, ce qui nous fait 29,5 foot-pound. 20, et juste avant 30, je m'arrête là. Et quand je serre, je le fais en un seul mouvement, je vais jusqu'au clic. Et je ne reviens pas, je ne fais pas un deuxième clic, hein, ça sert à rien. Donc là, mon truc est un petit peu tourné. Ok, troisième passe à 80 Nm, ce qui fait 59 foot-pound. 50, 58, 59. Donc là déjà, ça va pas mal serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le serrage angulaire, il existe cette petite clé qui vous donne l'angle de serrage. Ça se met en rallonge si vous voulez sur un cliquet ou une barre de force, mais c'est vraiment pas pratique. Le système là pour l'attacher à la culasse n'est pas précis du tout. Donc je vous déconseille cet outil-là. C'est l'outil premier prix. Ça va quand même. Quand on doit faire un serrage comme ça à 180 degrés, on pourrait peut-être même éventuellement s'en passer et faire 2 fois 90 degrés. De toute manière, il y a une certaine tolérance. Hein. C'est plus ou moins 5 degrés. 90 degrés, on peut voir, mais vaut mieux quand même assurer. Donc, moi, là, je me suis acheté un outil numérique qui permet de mesurer l'angle de serrage. Alors, je vais prendre mon cliquet à rallonge. L'outil, il a une base magnétique comme ça, donc toc. Je l'ai réglé à 90 degrés. Et je vais faire, pour chaque vis, 2 fois 90 degrés. Alors, c'est parti. Alors, évidemment, ça tourne. Ok, j'ai encore rien fait. Et déjà, j'ai mon chevalet qui veut se barrer. J'ai mon support moteur qui veut se barrer, parce que là, il faut vraiment y aller. Hein. Allez, on serre. Et quand on arrive à 90, ça nous le signale de manière sonore. Voilà. Et je fais pas mal, hein, 90,1. Allez, deuxième. Allez, suivante. Quand ça craque comme ça, c'est pas très juste. Troisième. Quatre. Cinq.
c'est du sport. Mais ça va quand même. Voilà. Ok. Six, plus que 2. La 7, elle est là. Et voilà. 8, dernière. Je serais content de me coucher ce soir là. Allez, ça fera 90. Il s'est arrêté à 81. Bon. Je fais un dernier coup. Ah. Allez, on va dire que c'est bon. Ok, c'est fini, les 4 passes sont faites. Le joint de culasse est posé. Wow. On voit les feuilles là. Ok, je vais faire la deuxième culasse. Je vais vous la passer en accéléré, mais avant ça, il faut que je retire ça. Vous vous souvenez? J'avais mis un petit bouchon. Ça, en fait, c'est l'arrivée d'huile pour les turbos. Donc, il ne faut pas que j'oublie de le déboucher. Parce que si je repose la culasse avec le bouchon, eh ben, il n'y a plus d'huile qui arrive sur les turbos. Ce qui n'est pas du tout bon. La dernière. Allez. Oh. Ouais. Victoire. Eh ben, c'était chaud, mais j'y suis arrivé. Je suis en sueur là. Wow. Les culasses ont retrouvé leur place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vers le haut. Ici, en attendant la prochaine vidéo, ici je vous laisse une super playlist et en dessous un épisode à découvrir. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous dans la description. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.